Depuis 20 ans, le commerce numérique construit finalement toujours la même chose. Des mécanismes capables de rassurer suffisamment les consommateurs pour qu'ils acceptent d'acheter malgré le doute. Le paiement sécurisé, les politiques de retour, les avis clients, les systèmes de notation ou les marketplaces ont progressivement rendu le commerce en ligne suffisamment crédible pour entrer dans les usages quotidiens de centaines de millions de consommateurs. Mais cet équilibre commence aujourd'hui à évoluer. Les acheteurs se retrouvent confrontés à des volumes d'informations qu'ils ne peuvent plus réellement vérifier seuls. Et dans le même temps, les mécanismes censés produire de la confiance deviennent eux-mêmes parfois plus difficiles à lire. Faux avis, influence commerciale déguisée, fraude au retour, vendeurs éphémères, recommandations sponsorisées. Les consommateurs doivent désormais décider dans des environnements beaucoup plus complexes qu'il y a encore quelques années. Alors un autre mouvement commence progressivement à apparaître. Une partie du public délègue déjà une partie de son travail d'analyse et des outils capables de filtrer, comparer, recommander ou demain peut-être agir à sa place. Et derrière cette évolution, une question devient centrale. À qui le consommateur fait-il réellement confiance au moment d'acheter ? Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Acheter sur Internet reste au fond une expérience assez étrange. Le consommateur paye un produit qu'il ne touche pas encore, transmet ses données bancaires à un acteur qu'il ne connaît parfois pas vraiment, attend une livraison dont il ne maîtrise pas totalement les conditions et accepte de faire confiance à quelques photos, une fiche produit et une promesse logistique. Nous nous sommes tellement habitués à cette expérience qu'elle paraît désormais presque banale. C'est précisément pour cette raison que j'ai eu envie cette semaine de vous proposer un épisode un peu différent. Depuis plusieurs mois, dans les épisodes des Digital Doers, comme dans les revues de presse du vendredi, un même sujet revient régulièrement et parfois sous forme très différente: paiement, fraude, faux avis, marketplace, seconde main, IA conversationnel ou commerce agentique. Et derrière ces thèmes, qui peuvent sembler éloignés les uns des autres, j'ai le sentiment qu'une même question traverse progressivement le commerce numérique, celle de la confiance. Pourtant, elle ne l'était pas absolument au début du e-commerce. Pendant longtemps, le commerce a reposé sur des repères beaucoup plus directs. Le client voit ce qu'il achète, peut observer le produit, parler avec le vendeur et repartir immédiatement avec son achat. Même lorsqu'une part d'incertitude existe, elle reste relativement limitée. Le numérique a profondément modifié cette relation. La distance entre l'acheteur et ce qu'il achète s'est considérablement allongée, avec elle une série de questions que le commerce physique réglait presque naturellement. Est-ce que le produit correspond réellement à la promesse ? Vais-je être correctement débité ? Le colis arrivera-t-il ? Pourrais-je facilement être remboursé ? Puis-je réellement faire confiance à ce vendeur que je découvre pour la première fois ? Et si le commerce s'est malgré tout imposé dans les usages quotidiens de centaines de millions de consommateurs, ce n'est pas uniquement grâce à la technologie.
Toute une série de mécanismes ont progressivement rendu cette prise de risque acceptable, le paiement sécurisé bien sûr, mais aussi les politiques de retour, les garanties, les protections acheteurs, les délais de livraison raccourcis, les avis clients ou encore les systèmes de notation vendeurs. Une grande partie de l'histoire du commerce numérique, peut d'ailleurs être relue à travers cette idée, réduire suffisamment le doute pour déclencher l'achat. Mais cet équilibre évolue à nouveau. L'environnement commercial est devenu beaucoup plus dense qu'il y a 15 ans. Les vendeurs se multiplient, les marketplaces ouvrent leur catalogue à des millions de références et les réseaux sociaux deviennent eux aussi des espaces commerciaux à part entière. Les consommateurs évoluent désormais dans des volumes d'informations qu'ils ne peuvent plus réellement vérifier seuls, et dans le même temps, les mécanismes censés produire de la confiance deviennent parfois plus difficiles à lire. Faux avis, influence commerciale déguisée, fraude au retour, vendeur éphémère ou qualité produit impossible à évaluer avant la réception. Et dans ce contexte, un autre mouvement commence à apparaître. Une partie des consommateurs délègue déjà une partie de son travail d'analyse à des outils capables de vérifier, comparer, résumer ou recommander à leur place. ChatGPT, Perplexity, Rufus chez Amazon ou encore les interfaces conversationnelles de Google ne sont pas simplement de nouveaux outils, ils deviennent progressivement de nouveaux intermédiaires dans la relation commerciale. Et derrière cette évolution, une question revient désormais de plus en plus souvent. À qui le consommateur fait-il réellement confiance au moment d'acheter? À la marque, à la plateforme, aux avis clients, aux influenceurs, à un système de notation ou demain à une intelligence artificielle capable de sélectionner à sa place? Parce qu'au fond, le commerce numérique repose peut-être sur quelque chose d'assez simple: permettre au consommateur d'avancer malgré une part de doute qu'il ne pourra jamais complètement faire disparaître. Car au départ, rien n'était évident dans le commerce en ligne. Lorsque le e-commerce commence réellement à se développer à la fin des années 90, puis au début des années 2000, beaucoup regardent encore Internet avec méfiance. Acheter en ligne paraît pratique, parfois même fascinant, mais certainement pas totalement rassurant. Il faut se souvenir de ce que c'était que cette expérience à l'époque. Les connexions sont lentes, les sites parfois rudimentaires et certains acteurs apparaissent puis disparaissent rapidement et surtout au moment de payer, beaucoup hésitent encore. Entrer son numéro de carte bancaire sur Internet n'a rien d'un geste banal au début des années 2000. Aujourd'hui, presque plus personne n'y pense. À l'époque, le doute est omniprésent. Les acheteurs se demandent si leurs données bancaires peuvent être volées, si le site existe réellement, si le produit sera effectivement livré, ou même s'ils pourront retrouver quelqu'un en cas de problème. Cette méfiance reste d'ailleurs assez rationnelle. Le commerce à distance existait déjà avant Internet. La vente par correspondance fonctionnait depuis longtemps, mais le numérique change brutalement l'échelle du problème. Les clients n'achètent plus uniquement auprès d'enseignes installées ou identifiables, ils entrent dans un univers beaucoup plus ouvert, parfois opaque, où la distance géographique et l'anonymat deviennent la norme. Le véritable défi du e-commerce consiste alors à rendre cette prise de risque acceptable dans la vie quotidienne. Le paiement devient rapidement le principal point de friction. Il faut accepter de payer avant même d'avoir reçu le produit. Toute une partie de l'industrie du paiement va progressivement se construire autour de cette question. Comment réduire suffisamment le sentiment d'insécurité pour permettre à l'achat de devenir un geste banal? Les PSP, les protocoles de sécurisation, puis plus tard le 3D Secure jouent un rôle majeur dans cette évolution, non pas parce qu'ils suppriment totalement la fraude, ce qui reste impossible, mais parce qu'ils contribuent à rendre le risque suffisamment supportable aux yeux du grand public. Mais la technologie ne suffit pas. Ce qui rassure réellement au moment d'acheter, c'est aussi l'idée qu'en cas de problème, une solution existera. Pouvoir contester un paiement, joindre un service client, être remboursé ou retourner facilement un produit. Le commerce en ligne commence véritablement à changer d'échelle lorsque les acheteurs comprennent qu'ils ne porteront pas seuls les conséquences d'un éventuel problème. Amazon joue ici un rôle extrêmement important, pas uniquement parce que l'entreprise simplifie l'achat en ligne,
mais parce qu'elle installe progressivement une forme de réassurance permanente. Livraison rapide, suivi précis des colis, remboursement simplifié, service après-vente accessible, politique de retour particulièrement souple. Une grande partie de la force du modèle Amazon repose sur sa capacité à rendre l'expérience plus prévisible et plus lisible. Le commerce en ligne finit alors par entrer progressivement dans les habitudes de consommation. Une partie de son succès repose évidemment sur le prix ou sur le choix disponible, mais aussi sur quelque chose de beaucoup plus simple. Les acheteurs ont progressivement le sentiment que le risque reste maîtrisable. Le paiement apparaît sécurisé, le produit arrivera probablement rapidement, et si quelque chose se passe mal, il existe généralement une possibilité de remboursement ou de retour. Les politiques de retour deviennent d'ailleurs un excellent révélateur de cette évolution. À première vue, permettre aux clients de renvoyer facilement un produit peut sembler économiquement absurde. Les retours coûtent cher, parfois très cher dans certains secteurs comme la mode. Pourtant, une partie du e-commerce moderne se développe précisément parce que les acheteurs savent qu'ils pourront revenir en arrière. Le retour produit cesse alors d'être uniquement un sujet logistique, il devient une condition psychologique de l'achat en ligne. Le doute ne disparaît jamais totalement, mais il devient suffisamment encadré pour que l'achat en ligne entre durablement dans la vie quotidienne. Mais une fois la transaction devenue globalement acceptable pour le grand public, une autre question commence progressivement à prendre de l'importance. Peut-on réellement se fier à ce que l'on achète ? À mesure que le e-commerce grandit, les acheteurs se retrouvent confrontés à un volume d'offres de plus en plus difficile à évaluer seuls, les vendeurs se multiplient, les références aussi, et surtout les commandes s'effectuent désormais dans des environnements où l'on ne connaît plus forcément ni la marque, ni le marchand, ni parfois même l'origine réelle du produit. C'est là que les systèmes de réputation prennent progressivement une place centrale. Les avis clients, les notes, les commentaires, les évaluations vendeurs ou encore les classements produits transforment profondément la manière avec laquelle les décisions d'achat se construisent. Et le changement est considérable. Pendant longtemps, la crédibilité dans le commerce reposait principalement sur la réputation historique des enseignes. Une marque connue inspire naturellement davantage confiance qu'un acteur inconnu. Avec le commerce en ligne, cette logique commence progressivement à glisser vers des environnements capables d'organiser la réputation à grande échelle. Les acheteurs ne vérifient plus uniquement la promesse du vendeur, ils regardent aussi les expériences vécues par les autres clients. Ce basculement modifie profondément le fonctionnement du commerce. Un produit gagne en légitimité grâce à des milliers d'avis positifs. Un vendeur inconnu peut déclencher un achat parce qu'il affiche une excellente notation. À l'inverse, quelques commentaires négatifs suffisent parfois à détériorer fortement la perception d'un produit ou d'un marchand. La réputation devient progressivement visible, publique et quantifiable. Des plateformes comme eBay jouent d'ailleurs un rôle très important dans cette évolution. Le modèle repose largement sur l'évaluation des vendeurs. Les acheteurs acceptent de commander auprès d'inconnus parce qu'ils peuvent consulter l'historique des transactions, le niveau de satisfaction des précédents clients ou encore la qualité perçue des ventes passées. Cette logique dépasse progressivement le seul cadre du e-commerce traditionnel. Airbnb permet de dormir chez un inconnu parce que les systèmes de notation structurent la relation entre les utilisateurs. Vinted facilite les transactions entre particuliers grâce aux profils, aux évaluations et aux commentaires laissés par les membres de la plateforme. Même dans le reconditionné ou la seconde main, une partie du développement du marché repose sur cette capacité à rendre les produits plus lisibles aux yeux du public. C'est notamment ce que l'on observe avec des acteurs comme Back Market ou plus récemment Underdog. Le sujet n'est pas uniquement de vendre des produits moins chers, il consiste aussi à rendre crédible un produit qui pendant longtemps aurait été perçu comme plus risqué à acheter. Le contrôle qualité, les garanties, la transparence sur l'état des produits ou encore la standardisation du reconditionnement deviennent alors des éléments déterminants dans la décision d'achat. Progressivement, le centre de gravité du commerce en ligne commence à changer. Les acteurs accordent moins d'importance au vendeur lui-même qu'à l'environnement qui organise la transaction.
Cette évolution transforme profondément le rôle des plateformes. Leur fonction ne consiste plus uniquement à mettre en relation une offre et une demande, elles organisent aussi la réputation, la visibilité et la preuve sociale des vendeurs présents sur leur interface. Dans certains cas, elles influencent même directement leur niveau de crédibilité auprès du public. La réputation cesse alors d'être uniquement relationnelle ou institutionnelle, elle devient aussi collective, distribuée et de plus en plus algorithmique. Les systèmes de recommandation, les classements, les notes moyennes ou les badges vendeurs influencent progressivement la perception des acheteurs, parfois autant que la qualité réelle des produits eux-mêmes. Le client ne cherche plus uniquement un produit, il cherche aussi des repères capables de l'aider à décider plus vite et avec davantage de certitude. Les avis des autres clients, le niveau de notation, la réputation de la plateforme ou encore la visibilité accordée à certains vendeurs deviennent progressivement des éléments centraux dans le parcours d'achat. Le commerce en ligne ne repose plus uniquement sur la transaction elle-même, il repose aussi sur sa capacité à rendre les produits, les vendeurs et les plateformes suffisamment crédibles aux yeux du public. Mais à mesure que ces systèmes de réputation prennent de l'importance dans le commerce en ligne, une autre difficulté commence progressivement à apparaître. Que se passe-t-il lorsque les mécanismes censés aider les consommateurs à décider deviennent eux-mêmes difficiles à interpréter? Parce qu'au fond, les avis clients, les notations ou les recommandations n'ont de valeur que si les consommateurs considèrent encore qu'ils reflètent une expérience authentique. Or, c'est précisément ce qui commence à se fragiliser. Les faux avis existent depuis longtemps sur Internet. Pendant plusieurs années, ils restaient relativement marginaux à l'échelle mondiale, puis les marketplaces grandissent, ouvrent leur catalogue à des millions de vendeurs et la visibilité devient un enjeu économique majeur. À partir de ce moment-là, la réputation cesse progressivement d'être uniquement la conséquence de la qualité réelle d'un produit ou d'un service. Elle devient aussi un levier d'acquisition, parfois manipulable, capable d'influencer directement les ventes. Lorsqu'un produit affiche plusieurs milliers d'avis positifs, l'acheteur suppose naturellement qu'il bénéficie déjà d'une validation collective. Pourtant, derrière cette apparente crédibilité peuvent parfois se cacher des mécanismes beaucoup plus complexes: commentaires artificiels, évaluation achetée, influence commerciale déguisée ou amplification artificielle sur les réseaux sociaux. Et le sujet dépasse largement la seule question des avis clients. À mesure que le commerce en ligne devient plus fluide et plus ouvert, les grandes marketplaces doivent gérer des volumes de vendeurs, de produits et de transactions devenus gigantesques. Certaines référencent désormais des centaines de millions de produits, et dans cet environnement, vérifier la qualité réelle des références, contrôler les vendeurs ou garantir l'authenticité des informations devient beaucoup plus difficile à grande échelle. Et c'est dans cet espace que des acteurs comme Shein ou Temu prennent une place importante dans les débats actuels autour du commerce digital. Le sujet ne concerne plus uniquement les prix extrêmement bas ou la vitesse de renouvellement des catalogues, il touche aussi à la capacité réelle des consommateurs à comprendre ce qu'ils achètent, auprès de qui, dans quelles conditions et selon quels standards de qualité ou de conformité. Plus les catalogues grossissent, plus la capacité réelle de vérification, elle, diminue. Le consommateur continue évidemment à chercher des repères pour décider rapidement, mais les signaux qu'il utilise deviennent eux-mêmes plus difficiles à lire. Une notation élevée ne garantit plus toujours la qualité réelle d'un produit. Un volume important d'avis ne signifie pas nécessairement qu'ils sont authentiques. Une forte visibilité ne constitue pas automatiquement une preuve de fiabilité. Les mécanismes qui avaient permis au commerce digital de gagner en crédibilité commencent alors eux-mêmes à produire de l'incertitude. Cette fragilité devient particulièrement visible dans certains secteurs comme la mode, la beauté, l'équipement de la maison ou encore l'électronique grand public, où les consommateurs doivent arbitrer entre des volumes d'offres devenus considérables. Mais elle apparaît aussi dans la relation commerciale elle-même. Les politiques de retour extrêmement souples qui avaient contribué à rassurer les consommateurs
deviennent progressivement les terrains de fraude organisés. Des réseaux spécialisés dans les remboursements frauduleux apparaissent sur les réseaux sociaux. Certains consommateurs apprennent à détourner les mécanismes de protection mis en place par les marchands. Les retailers se retrouvent alors face à un arbitrage de plus en plus difficile. Comment conserver les parcours simples, rapides et fluides sans ouvrir la porte à des comportements opportunistes ou frauduleux? Une partie des outils qui avaient permis au commerce digital de se développer reposait sur une forme de présomption de bonne foi. Plus le secteur gagne en volume et en complexité, plus cette hypothèse devient difficile à maintenir intégralement. Les marketplaces, les marchands et les acteurs du paiement doivent alors renforcer les contrôles, développer des systèmes de détection, surveiller les comportements suspects ou limiter certains usages. À mesure que les contrôles se renforcent, les consommateurs peuvent parfois avoir le sentiment d'entrer dans des environnements plus opaques, plus automatisés et parfois aussi plus méfiants. Le commerce en ligne entre alors dans une phase beaucoup plus complexe. Les mécanismes qui avaient permis de fluidifier la décision d'achat, d'accélérer les transactions et de rendre les plateformes plus lisibles deviennent eux-mêmes plus difficiles à vérifier, à interpréter et parfois même à croire complètement. Mais lorsque les mécanismes de validation deviennent eux-mêmes difficiles à interpréter, un autre réflexe commence progressivement à apparaître chez les consommateurs, celui de déléguer une partie du travail d'évaluation. Parce qu'au fond, le problème du commerce en ligne ne concerne plus uniquement la confiance, il concerne aussi l'effort devenu nécessaire pour parvenir à une décision jugée suffisamment fiable. Les catalogues sont immenses, les avis parfois contradictoires et les comparatifs sans fin. Dans certains secteurs, choisir un produit peut rapidement devenir épuisant. Beaucoup passent d'un site à l'autre, ouvrent plusieurs onglets, regardent des vidéos, lisent des dizaines de commentaires et finissent parfois par ne plus vraiment savoir quels signaux méritent encore leur confiance. Le temps nécessaire pour vérifier, comparer et décider devient lui-même un sujet. Cette fatigue commence progressivement à modifier les comportements. De plus en plus de consommateurs utilisent déjà ChatGPT, Perplexity, les nouveaux outils conversationnels de Google, avant certains achats, pas forcément pour acheter directement, ni même pour obtenir une réponse parfaite, souvent simplement pour gagner du temps ou éviter de passer une heure à comparer des produits qui finissent par tous se ressembler. Parce qu'une partie des consommateurs ne cherche plus uniquement davantage d'informations, elle cherche surtout un moyen de retrouver des repères jugés suffisamment crédibles pour prendre une décision sans devoir tout vérifier elle-même. Le commerce digital reposait jusqu'ici sur une logique de navigation. Le client passait d'un site à l'autre, comparait les prix, lisait les avis et construisait progressivement son arbitrage. Les interfaces conversationnelles introduisent autre chose. Le consommateur pose directement une question et attend qu'un système l'aide à simplifier un environnement devenu trop dense, trop chargé et parfois difficile à lire. Une partie du tri commence alors à être confiée à des systèmes capables de produire une réponse déjà organisée et cette évolution produit déjà des conséquences très concrètes pour les marques, les marketplaces et les retailers. Pendant des années, les acteurs du commerce ont surtout cherché à gagner en visibilité, référencement, publicité, présence sur les marketplaces ou en retail média. Mais lorsque les consommateurs commencent à passer par des interfaces capables de synthétiser l'information à leur place, une autre question apparaît progressivement: qui décide désormais des produits qui méritent d'être recommandés? Le sujet devient stratégique parce qu'une partie du public commence progressivement à accorder du crédit à des réponses qu'il ne vérifie plus systématiquement lui-même. Pendant longtemps, la confiance reposait principalement sur les marques, puis sur les plateformes et les systèmes de réputation. Une partie des consommateurs commence désormais à accepter l'idée qu'un système automatisé puisse parfois les aider à prendre une décision plus rapidement qu'eux-mêmes face à une masse d'informations devenue difficile à traiter. Cela ne signifie pas qu'ils accordent une confiance absolue à ces outils, mais ils commencent progressivement à leur déléguer une partie du tri, de la comparaison et parfois même du jugement. Une nouvelle étape s'ouvre alors dans la relation entre les consommateurs, les plateformes et les systèmes capables d'organiser l'information à leur place. Mais si les consommateurs commencent déjà à déléguer une partie de leur jugement,
une autre étape commence progressivement à apparaître. Celle où l'on ne demande plus seulement à un outil de conseiller, mais aussi d'agir. Aujourd'hui, les interfaces conversationnelles restent encore principalement des assistants. Elles aident à comparer, à gagner du temps ou à simplifier certaines recherches. Mais les grands acteurs technologiques travaillent déjà sur des outils capables d'aller plus loin et d'effectuer certaines actions directement pour le compte des utilisateurs. Et là, le sujet change réellement de nature. Parce qu'il existe une différence importante entre demander conseil à un assistant et lui laisser prendre une décision à sa place, accepter qu'un outil aide à trouver un hôtel, un billet de train ou un ordinateur portable reste relativement simple. Les choses deviennent beaucoup plus sensibles lorsqu'il s'agit de laisser ce même outil effectuer une réservation, engager une dépense ou choisir entre plusieurs offres commerciales sans validation apparente. La question devient alors beaucoup plus concrète. À quel moment accepte-t-on réellement qu'un système agisse en notre nom? Et surtout, qui porte la responsabilité lorsqu'une erreur, une fraude ou un mauvais arbitrage se produit? Le sujet peut sembler prospectif, pourtant une partie des débats existe déjà. Dans les discussions autour du commerce agentique, une inquiétude revient régulièrement chez les retailers, les plateformes et les acteurs du paiement. Que devient la relation commerciale lorsque l'interface principale n'est plus un site, une application ou un moteur de recherche, mais un assistant capable d'agir directement pour le compte du consommateur? Parce qu'au fond, déléguer une recherche reste relativement confortable, mais déléguer un achat est tout autre chose. Dans des années, le commerce en ligne a pendant des années, pardon, le commerce en ligne a progressivement construit des mécanismes pour rendre la transaction acceptable, mais dans un environnement où des agents pourraient demain effectuer certaines actions à notre place, une partie de cette confiance devrait désormais être transférée vers des assistants capables d'exécuter eux-mêmes certaines décisions. Le sujet du paiement devient alors central. Autoriser un outil à utiliser un moyen de paiement, déclencher une réservation ou effectuer un achat suppose un niveau de confiance beaucoup plus élevé que celui nécessaire pour obtenir une simple recommandation. Cette question ne concerne pas uniquement la technologie. Elle touche aussi quelque chose de beaucoup plus humain, le besoin de garder le contrôle et de comprendre ce qui est réellement en train de se décider. Car plus un assistant agit de manière autonome, plus les critères ayant conduit à la décision peuvent devenir difficiles à lire pour l'utilisateur lui-même. Pourquoi ce produit a-t-il été choisi plutôt qu'un autre? Selon quels critères? Avec quel niveau réel d'indépendance vis-à-vis des intérêts commerciaux des plateformes ou des marques? Ces interrogations commencent déjà à apparaître dans certaines discussions autour des nouvelles interfaces d'achat. Elles deviennent encore plus sensibles lorsque l'agent, les données personnelles ou les arbitrages commerciaux entrent directement dans le périmètre de décision des outils automatisés. C'est notamment pour cette raison que les sujets d'identité numérique, de sécurité ou encore de KYA, Know Your Agent, commencent progressivement à émerger dans les discussions du secteur. Parce qu'au fond, si un agent agit à la place d'un consommateur, les marchands, les plateformes et les acteurs du paiement devront eux aussi savoir à qui ils ont réellement affaire. Cette transformation pourrait modifier profondément la manière avec laquelle la confiance circule dans le commerce en ligne. Pendant longtemps, la priorité a consisté à sécuriser la transaction, puis il a fallu rendre crédibles les vendeurs, les plateformes et les systèmes de réputation. Une nouvelle question commence désormais à apparaître. Peut-on accorder suffisamment de confiance à un assistant pour lui permettre d'agir directement en notre nom? Et c'est probablement autour de cette question que se joueront une partie des prochains équilibres du commerce numérique. Bref, depuis le début du commerce, les consommateurs ont progressivement appris à acheter dans des environnements qu'ils ne connaissaient pas encore vraiment. Au départ, il fallait accepter de payer à distance, faire confiance à un site parfois inconnu et attendre un colis sans certitude absolue de ce qui allait réellement arriver. Puis les plateformes ont organisé la réputation à grande échelle, les avis clients se sont imposés dans les parcours d'achat et les systèmes de recommandation ont commencé à guider une partie des décisions. Pendant longtemps, ces mécanismes ont permis au commerce en ligne de devenir plus simple, plus rapide et souvent plus rassurant. Mais à mesure que les catalogues grandissent et que les informations se multiplient, beaucoup de consommateurs se retrouvent aujourd'hui face à une autre difficulté, comprendre à quels signaux ils peuvent encore réellement se fier.
Les nouveaux usages autour des interfaces conversationnelles apparaissent aussi dans ce contexte. Une partie du public ne cherche plus seulement davantage d'informations, elle cherche surtout à retrouver des repères suffisamment crédibles pour prendre une décision sans devoir tout analyser lui-même. Le commerce numérique entre alors dans une nouvelle phase. Lorsqu'un système commence à filtrer l'information, recommander des produits ou demain agir directement pour le compte d'un utilisateur, la question n'est plus uniquement de savoir si la technologie fonctionne correctement, elle devient beaucoup plus humaine. À quel moment accepte-t-on qu'un système participe à une décision prise jusque-là par un individu? Jusqu'où accepte-t-on de lui déléguer une partie du choix, du tri et parfois même de l'action? La réponse reste encore largement ouverte parce qu'au fond, les consommateurs ne cherchent pas uniquement des parcours plus rapides ou plus fluides, ils cherchent aussi à comprendre à qui ils accordent leur confiance, selon quels critères et avec quel niveau réel de contrôle sur les décisions prises en leur nom. Et c'est probablement autour de cet équilibre que se construiront les prochaines étapes du commerce numérique.